Et ce soir, on va essayer d'aller plus loin sur les enjeux économiques dans l'Est de la RDC avec Zobel Behalal. Bonsoir. Vous êtes expert senior à l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational et ancien membre du panel d'experts des Nations Unies sur la RDC. Zobel Behalal, dans quelle mesure la conquête de Goma a permis à l'AFC M23 de s'enrichir? Bonsoir et merci de me recevoir. La conquête de Goma a été une victoire stratégique pour le M23 et son allié rwandais, en ce sens que grâce à sa présence à Goma, le M23 a pu établir un système de taxation, comme le disait votre reportage tout à l'heure, qui lui a permis aussi bien au mouvement qu'au cadre politique et militaire d'engranger des sommes considérables d'argent. Et justement, est-ce qu'on sait à combien s'élève la taxe perçue par le M23 avec son administration parallèle? Écoutez, il est difficile de dire exactement combien le M23 a collecté depuis qu'il est à Goma ou alors depuis qu'il occupe d'autres villes, notamment dans le sud Kivu. Mais ce qu'on sait, c'est que toute l'activité économique et sociale est taxée. Le M23 a développé un document assez bien élaboré qui détaille les rubriques de taxation auxquelles sont soumises les populations dans les territoires qu'il contrôle. Ça parle de l'exploitation des sites miniers, de l'ouverture d'une boutique, du transfert d'un corps, de l'obtention d'un document de voyage. Donc, toute cette activité est soumise à la taxation et cela permet au M23 d'engranger de l'argent. Alors, le groupe d'experts des Nations Unies a publié il n'y a pas longtemps un chiffre assez représentatif de la situation sur la mine de Rubaya, qui parlait de 800 000 dollars par mois qui rentraient dans les caisses du M23. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'on parle du M23, mais il faut comprendre qu'ici, il y a le mouvement, mais il y a aussi les cadres politiques et militaires qui ont un monopole sur plusieurs activités économiques, que ce soit le carburant, le riz, l'huile, aussi bien dans le sud que le Nord Kivu. Toutes ces activités économiques sont taxées au profit de certains membres ou alors de leurs proches. Et dans tout cela, est-ce que vous pouvez me dire quel bénéfice tire le Rwanda de cette occupation du M23? Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que grâce à alors, le Sud Kivu et le Nord Kivu sont, au moins dans les parties occupées par le M23, sont des excroissances du Rwanda, disons les choses de cette manière. Pour ne prendre par exemple que l'activité d'exploitation minière, que ce soit l'or ou le coltan, on sait avec des preuves que nous fournissent nos sources sur le terrain que toutes ces ressources sont exportées directement vers le Rwanda. Et par rapport à ce qui se faisait avant, l'activité a augmenté. Il y a un chiffre qui est assez évocateur de cette situation. Entre de janvier à juin 2025, les exportations du Rwanda de coltan ont augmenté de plus de 200% par rapport à ce que ça représentait à la même période l'année précédente. Donc, ça vous montre ici que le Rwanda, grâce à sa capacité à contrôler cette partie du territoire qui est assez juteuse, peut engranger des ressources assez représentatives de la richesse. Et est-ce qu'on arrive à remonter l'ensemble des circuits or, cobalt, coltan? Or, la caractéristique de cette exploitation, c'est qu'elle est illégale. Ce sont des économies illicites avec des réseaux qui ont tout intérêt à ce que les choses ne se sachent pas. Donc, il est toujours difficile de remonter la chaîne dans sa totalité. On sait que lorsque les ressources, pour ne prendre que le cas du Rwanda, alors, je précise qu'on parle du Rwanda lorsqu'on évoque le M23, mais d'autres pays voisins aussi, ou alors plus lointains, profitent de manière active ou passive de cette situation. Lorsque les ressources arrivent dans ces pays, il y a des réseaux qui sont installés qui les récupèrent. Et au Rwanda, par exemple, tout cela est mélangé à la production locale pour une exportation à l'extérieur. Est-ce qu'avec la conquête du M23, les opérateurs industriels traditionnels opèrent encore dans la zone ou plus du tout? Alors, ce qu'on sait, c'est que
les zones contrôlées par le M23, par exemple la mine de Roubaïa, la production, elle est essentiellement artisanale. Les artisans continuent à produire. De jour comme de nuit, ils travaillent. Les puits de production sont taxés par le M23. Les négociants qui achètent cette production payent une taxe au M23 à partir du Rwanda, d'après certaines sources qu'on a pu confirmer sur le terrain. Alors, dans les pays de transit comme le Rwanda ou d'autres, les acteurs économiques ont continué à travailler. Ce qu'on remarque, et ça c'est le cas depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une sorte de laxisme entretenu par plusieurs acteurs économiques qui refusent de se donner les moyens de s'assurer que dans leur chaîne d'approvisionnement, il n'y a pas des ressources qui ont été utilisées par ces réseaux criminels. Et c'est ici qu'il faut absolument que la volonté politique se fasse jour afin qu'on arrête ce trafic, parce que si on n'est pas capable d'arrêter, il n'y a pas de raison que la guerre ne continue pas. Alors, est-ce que vous savez, Zobel Behalal, si les hommes du mercenaire américain Eric Prince, ancien patron de la société de sécurité Blackwater, l'armée privée la plus puissante du monde, sont déjà déployés sur le terrain pour appuyer les forces de défense et de sécurité congolaises? Écoutez, il y a plusieurs informations qui vont dans ce sens. Ce qu'on sait, c'est il y a quelque temps, Eric Prince a signé un contrat avec, ça c'était bien avant l'arrivée du M23 à Goma d'ailleurs, a signé un contrat avec le gouvernement congolais pour la sécurisation de l'activité minière. Il y a quelques individus sur le terrain qu'on soupçonnait appartenir à cette galaxie Prince qui vous disent que ce n'est pas le cas. Donc la situation est un peu floue sur le terrain à ce niveau, j'ai envie de dire. Zobel Behalal, merci. Je rappelle que vous êtes expert senior à l'initiative mondiale contre le crime organisé transnational.